et bienvenue toute l'équipe d'International est heureuse de vous retrouver sur les antennes de TV5 Monde de RFI, émission réalisée en partenariat avec notre confrère Le Monde. L'invité aujourd'hui, un historien, et nous allons parler de l'immigration avec cette actualité parfois dramatique qui se situe en Méditerranée, aux portes de l'Europe. Notre invité, Benjamin Stora, merci d'être avec nous, historien connu, reconnu. Vous êtes également président du musée de l'immigration, donc à Paris. Et à ce titre, vous avez beaucoup travaillé sur cette réalité de l'immigration. Avec Sophie Malibaud de RFI et avec Christophe Ayat du Monde, nous allons revenir sur cette actualité, vous posez beaucoup de questions sur l'évolution de la perception de cette immigration en Europe et à travers le monde. Je voudrais peut-être, avant de vous entendre, que l'on revienne sur les dernières images de cette réalité avec ce reportage réalisé par l'un des journalistes de la rédaction autour de ces derniers jours en Méditerranée. Il rêve d'Europe et se jette à la mer. Venu d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, il fuit la guerre, le terrorisme et la misère. 170 000 migrants ont débarqué en Italie l'an dernier, après un voyage infernal. Thank you, Italia. Les naufrages sont quotidiens. Le plus grave s'est joué au large de la Libye. Une poignée de survivants, 24 corps repêchés et 800 disparus. L'ONU s'alarme de cette mortalité record. Avril 2015 a été le mois le plus cruel. En 2014, les eaux de la Méditerranée sont devenues les plus mortelles au monde pour les migrants. En moyenne, une personne sur 50 mourait en tentant la traversée. Mais cette année, c'est 1 sur 18 qui meurt. Déjà 1750 morts en 2015, c'est 30 fois plus que l'année précédente. L'Europe est critiquée pour son indifférence en Méditerranée. Lors d'un sommet d'urgence, ses dirigeants triplent les moyens de surveillance et de sauvetage de l'opération Triton, dotée de 120 millions d'euros. Plusieurs pays mettent à disposition des navires et 5000 réfugiés devraient être accueillis. Mais la question de l'asile divise. La chancelière allemande Angela Merkel veut une répartition équitable. Devant le nombre de réfugiés qui traversent maintenant la Méditerranée et que nous secourons, ce qui devient de plus en plus important, c'est de définir qui doit rester en Europe. Nous allons encore en discuter. On n'a pas pu le faire lors du dernier sommet de l'UE. La réponse est aussi sécuritaire. L'Europe déclare la guerre aux trafiquants et cherche l'appui de l'ONU. Une résolution au Conseil de sécurité est en préparation. En première ligne, l'Italie prône des opérations ciblées, notamment en Libye, devenue plaque tournante du trafic. Cela ne va pas régler le problème. Il y aura toujours des migrants, des réfugiés qui tenteront de venir en Europe. Et en définitive, s'il n'existe aucune route sûre et légale, les gens continueront de mourir. Beaucoup finissent en centre de rétention. Les plus chanceux poursuivent leur quête plus au nord, dans une Europe repliée sur elle-même. En France, le président François Hollande annonce l'accueil de 5 à 700 réfugiés syriens. Mais selon un récent sondage, 2 tiers des Français sont opposés à l'accueil de migrants africains arrivés sur les côtes italiennes. Voilà pour les faits, Benjamin Stora. On va peut-être retenir 2 chiffres. 1200 morts au cours du mois d'avril et au cours des dernières heures, hier, 3400 migrants ont été secourus en Méditerranée. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement en Méditerranée par rapport à l'histoire contemporaine de l'immigration ? Il faut ajouter peut-être un chiffre important, c'est celui des 600 000 demandeurs d'asile, de demandes d'asile en 2014, pour la seule année 2014. Alors évidemment, pour l'opinion publique européenne et particulièrement française, ces chiffres peuvent paraître terribles, alarmants, inquiétants bien sûr, menaçants. Mais si on veut bien se situer dans une perspective de longue durée, beaucoup plus longue, alors on voit quoi? On voit que des migrants sont venus en France en nombre beaucoup plus important. Par exemple, dans ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres, dans les années 30. Il ne faut pas oublier, par exemple, l'arrivée en France de centaines de milliers de travailleurs étrangers, polonais, italiens, espagnols, bien sûr, et puis ensuite, dans les années 50, les Algériens, les Marocains, etc. C'est-à-dire que, par exemple, le taux de pourcentage des étrangers en France n'a jamais été aussi bas aujourd'hui en 2015 par rapport à ces années-là. Encore une fois, je me place dans une perspective historique, dans une perspective de longue durée. Mais pourtant, la sensation, le vécu, est pas tout à fait celui-là. C'est-à-dire qu'on a, au contraire, l'impression, disons, d'une arrivée massive sur les côtes, le fait qu'on a des migrants qui entrent de manière clandestine, sans obtenir de visa. Parlons clair d'une menace pour certains commentateurs, pour certains partis politiques extrémistes. Bien sûr, d'une menace qui
viendrait perturber, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, l'identité française. Et créer un grand remplacement, je mets à nouveau tous ces mots entre guillemets naturellement. Il y a même une revue qui a titré, je crois récemment, la semaine dernière, le grand débarquement ou le débarquement, enfin je ne sais plus exactement. Donc il y a par conséquent cette sensation. Mais quand on regarde les chiffres, en fait, il est très 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 difficile aujourd'hui de rentrer en France et d'obtenir un visa. C'est très compliqué. Plus largement en Europe. Et en Europe, n'oublions pas que les frontières en Europe sont fermées, en fait, fondamentalement, et qu'il faut un visa, dit le visa Schengen, pour pouvoir y pénétrer, tout simplement. Et que jamais, en fait, il y a eu autant de murs construits dans le monde en général, pas simplement en Méditerranée, et qui entravent la possibilité de circulation des personnes. Jamais il n'y a eu autant de murs construits, de restrictions apportées à la liberté de circulation. Seules, dans le fond, les élites mondialisées, très culturelles, circulent, fondamentalement. Mais pas les populations et les sociétés qui ont bien du mal à circuler. Comment vous l'expliquez, Benjamin Stora, cette sorte d'hostilité un peu dans les sondages? Disons que les opinions ne se montrent pas très favorables à ce que l'on ouvre les portes, comme l'a dit le président de la Commission Juncker lui-même. Il a parlé d'ouvrir les portes. Les Commission opinions européenne, oui. ne s'y montrent pas favorables. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a plusieurs éléments d'explication sur... entre autres, c'est mon point de vue, bien entendu, on pourrait développer là-dessus, mais il y a d'abord, bien sûr, l'aggravation du chômage en Europe. Je pense qu'on ne peut pas parler d'immigration et de peur liée à cette question si on n'aborde pas, bien sûr, la question du travail. Parce que l'immigration, quand même, est très largement liée à la question sociale, la question du travail. Les gens fuient, on le sait, parce qu'ils n'ont pas de travail, mais ils fuient aussi la guerre, etc. Or, le travail en Europe, précisément, manque, et on sait qu'en France, par exemple, on est entre 3 et 4 millions de chômeurs officiellement, et donc ça crée, disons, une inquiétude et une pression, disons, qui est très importante. La deuxième source d'inquiétude, à mon avis, bien sûr, c'est le problème des conflits qui se sont développés au sud de la Méditerranée, depuis ce qu'on a appelé, disons, entre guillemets, les révolutions arabes. Il y a le sentiment possible d'un débordement de conflits. Pourquoi? Bien parce que, vous savez, c'est vrai qu'il y a eu cette accélération d'arrivée, notamment par mer, parce que, de manière quasi inévitable, le nombre des réfugiés qui se sont développés, disons, à la suite des révolutions arabes est considérable. Un pays comme la Tunisie a accueilli, par exemple, 400 000 personnes dans les 2-3 dernières années. Un pays comme le Liban, un pays comme la Jordanie, sont des petits pays qui ont accueilli 1-2 millions de réfugiés. Jusqu'à un quart de leur population, ce qui est énorme. C'est-à-dire que la fin, disons, de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, leur dénouement, les problèmes qui ont surgi, les guerres, en Syrie, en Irak, bien entendu, mais aussi ce qui s'est passé, notamment en Afrique du Nord, en Libye, fait qu'avec l'effondrement d'ailleurs de l'État libyen, eh bien, c'était la porte ouverte, la porte s'est ouverte, et donc, par conséquent, il y a ce sentiment, dans le fond, qu'avec la crise, voire même l'effondrement de ces États au sud, la possibilité d'un accroissement des processus migratoires existe. C'est un sentiment en rapport avec la situation qui se développe de l'autre côté de la Méditerranée. Mais je précise, quand vous regardez simplement les chiffres, le nombre, disons, de réfugiés en rapport avec ces situations de guerre, et pas seulement des révolutions arabes, mais aussi de ce qui s'est passé en Somalie, depuis maintenant près de 20 ans, en Érythrée, en Éthiopie, au Soudan, on assiste effectivement à des pays comme la Tunisie ou d'autres, même l'Égypte, même d'autres pays, qui accueillent des réfugiés en nombre énorme, alors que l'Europe accueille un nombre ridiculement bas de réfugiés, très très bas. Christophe Ayat, Le Monde. Benjamin Stora, je voudrais revenir sur... vous parliez du chômage. En même temps, on constate que dans le bâtiment, dans la restauration, dans les services, vous avez un nombre croissant d'immigrés ou de populations d'origine immigrée ou plutôt étrangère. Est-ce que tout ça ne relève pas d'une immense hypocrisie qui fait que le patronat a besoin d'une force de travail bon marché, souple, etc. et qu'il ne faudrait pas légaliser tout ça ou le rendre officiel? C'est effectivement la grande problématique du moment. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, dans le BTP, dans les services, dans les travaux publics, dans l'agriculture, avec les travailleurs saisonniers notamment, qu'il y a énormément d'étrangers, qui sont des clandestins ou pas d'ailleurs, mais qui travaillent dans tous ces secteurs d'activité. Et sans eux, d'ailleurs, tous ces secteurs d'activité seraient complètement paralysés aujourd'hui dans notre pays, en France. Et pourtant, règne effectivement l'hypocrisie en rapport avec cette fameuse opinion publique, ces fameux sondages, etc. Et donc, personne n'ose prendre de front la question des canaux légaux, disons, entre guillemets, de l'immigration, comme le disait d'ailleurs, par parenthèse, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a déclaré qu'il fallait beaucoup plus qu'une solution exclusivement militaire,
l'instauration, il a dit ça je crois au large de la Sicile hier ou avant-hier, il fallait l'instauration de canaux légaux et réguliers de l'immigration. C'est-à-dire de fait de pouvoir savoir qui entre, à quelles conditions et dans combien de pays ces personnes peuvent entrer. C'est-à-dire en fait établir, disons, une sorte, entre guillemets bien sûr, de plan, hein, donc y compris de légalisation qui peuvent exister. Au lieu de ça, au lieu d'affronter cette question-là, on préfère fermer les frontières. Or, ça coûte très cher. La fermeture des frontières, la gestion de la fermeture des frontières coûte cher, et la frontière elle-même est devenue une ressource. C'est-à-dire que les pays qui sont devenus les pays frontières, les pays gardes frontières, eux-mêmes, eh bien, à travers la question de la migration, sont devenus des pays qui vivent grâce au trafic de l'immigration. On l'a vu avec la question des passeurs, par exemple. Mais aussi trafic, délinquance, prostitution, drogue, etc. C'est-à-dire que la frontière devient source de trafic et n'est pas, du tout, une source de sécurité. Au contraire, d'insécurité. Donc il faut réfléchir. Je ne dis pas que moi j'ai une solution, bien sûr, mais au moins d'essayer en Europe, et en France en particulier, de poser ces questions. C'est-à-dire de poser le fait que la simple fermeture des frontières ou de repli sur soi n'est pas la solution, disons, la plus viable et la moins coûteuse. Au contraire. Sophie Malibaud. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de prise de responsabilité de la part des politiques qui, en fait, courent tous après les succès électoraux de l'extrême droite et qui ne parviennent pas à avoir un autre langage maintenant que celui de la restriction? Et parce qu'il n'y a aucune parole portée sur les bienfaits, quelque part, dans la société de l'immigration actuellement. Vous savez, on est loin des paroles prononcées il y a quelques années, par exemple, par un homme comme Bernard Stasi, qui est un homme courageux et qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « L'immigration, une chance pour la France ». Cet ouvrage et cette phrase lui ont valu sa carrière politique. Oui. C'est-à-dire qu'il a disparu à cause de cela, alors qu'il avait tout simplement décidé d'affronter de manière courageuse et résolue cette question pour l'Europe, c'est-à-dire une question qui est celle de pays qui ne parviennent pas à sortir du sous-développement, parce que c'est aussi ça, la question de l'immigration, c'est aussi des questions de crise économique dans le Sud, politique bien entendu, mais aussi économique. Donc la question du sous-développement et la sortie, et donc du développement, oblige, disons, les populations, et notamment les jeunes générations, à partir. Benjamin Stora, peut-être pour compléter la question de Sophie Malibaud, effectivement, dans le vocabulaire aujourd'hui politique français, on entend fin de l'immigration, par exemple à l'extrême droite, ou on entend immigration choisie. Est-ce que c'est, dans la droite par exemple, est-ce que ces mots ont un sens techniquement? Est-ce qu'il est possible d'arrêter l'immigration? Non, bien sûr. Tout le monde le sait, que c'est impossible. Et de choisir l'immigration comme le fait le Québec, par exemple. Vous savez, c'est impossible parce que dans la mesure, non seulement fermer les frontières encourage l'immigration. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. C'est puisque vous avez des frontières fermées. Lorsque quelqu'un arrive à passer la frontière, ce qui est le cas, par exemple, je crois, de 200 000 personnes au total, dans l'année 2014. Il y a 2000 clandestins qui sont rentrés en Europe. 200 000, pardon, clandestins qui sont rentrés en Europe. Ce qui, comparé aux chiffres que j'indiquais dans l'entre-deux-guerres, est très faible. Mais qu'importe. Eh bien, une fois que ces personnes entrent en Europe, elles ne retournent pas parce qu'elles ont peur, précisément, de perdre le bénéfice en retournant dans le pays. Donc, en fait, c'est la fermeture qui sédentarise les populations, qui les fixe au sol, fondamentalement. Si vous aviez des frontières plus ouvertes, eh bien, vous auriez la possibilité de l'aller-retour, de la circulation, de la fluidité. Mais le simple fait d'obliger à la fermeture sédentarise la population et crée des problèmes et les renforce. Donc, c'est vous dire que, dans le fond, la question de la fermeture et du repli sur soi, qui peut paraître une formule simple, évidente, populiste, bien entendu, eh bien, en fait, ne règle absolument aucun des problèmes sur le plan économique. Le Monde. Est-ce que ça vous choquerait si l'Europe instaurait une politique de quotas, comme les États-Unis l'ont fait un temps, ou du moins comme le Canada le fait aujourd'hui? Moi, vous savez, la question pour moi, c'est effectivement d'ouvrir un débat et de poser les questions. Vous avez posé, par exemple, tout à l'heure la question de la légalisation. Pourquoi pas? On peut poser la question des quotas. Pourquoi pas? On peut poser la question des canaux, disons, de l'immigration. Pourquoi pas? Mais le fait est, c'est qu'on ne discute de rien. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on ne discute de rien. C'est-à-dire que ce qui ne se discute pas, c'est le fait que l'immigration, aujourd'hui, n'est plus du tout une chance pour l'Europe, qu'il faut fermer les frontières et qu'il faut, au contraire, renforcer les mesures de surveillance et de sécurité en Méditerranée. C'est ça qui est la politique suivie. C'est ça la problématique centrale. Or, aujourd'hui, et tous les experts de l'immigration, je ne suis pas le seul à dire ça, je pourrais citer comme ça énormément de monde, de chercheurs, etc. Tous les spécialistes de cette question savent qu'aujourd'hui, il faut commencer à poser ces questions, ces problèmes d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre diplomatique,
politiques, d'ordre culturel. Il faut les mettre sur la table. Alors est-ce que justement le débat, même pas encore à peine posé, n'est pas pollué d'avance par, vous allez me dire que je fais de l'amalgame, mais c'est la question des violences de djihadistes, de problèmes qu'on a pu voir des attentats en France récemment. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui empêche que soit posé serein, le débat de façon sereine? C'est le sens de ce que j'ai écrit dans une tribune qui est parue dans Le Monde la semaine dernière. Vous avez un support d'écriture, alors. Voilà, exactement. C'est peut-être un clin d'œil à Christophe Hayat, où j'expliquais cela. C'est-à-dire effectivement que le problème du terrorisme et du djihadisme nuit, bien sûr, au regard, à la solution aux questions soulevées sur les questions d'immigration. Bien entendu que c'est une question qui se pose dans les opinions publiques européennes. Bien entendu que c'est une question très très grave. Mais en même temps, ce n'est pas, comment dirais-je, en déplaçant les problématiques sur la question du terrorisme qu'on réglera la question migratoire, parce que c'est une question de fond, c'est une question grave, parce que jamais encore une fois, je précise, jamais encore une fois, les désirs de départ n'ont été aussi grands venant des pays du Sud. Jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, vous avez des milliers de jeunes de l'autre côté de la Méditerranée qui décident tout simplement de risquer leur vie pour partir. Et ça, rien ne les arrête. Et la question, par conséquent, de l'inversion du regard que les sociétés européennes doivent porter sur cette histoire migratoire est nécessaire. C'est un travail de pédagogie, un travail difficile, où il faut effectivement faire en sorte de ne pas tout lier dans un seul ensemble, mais au contraire, d'essayer de prendre les questions les unes avec ou après les autres. Sinon, si on lit tout en même temps, il n'y a pas de solution. Si vous rajoutez tout en même temps, si vous dites, voilà, il y a la question de quoi? L'immigration, l'islam, le terrorisme, tout, etc. Et vous mélangez tout ça. Alors vous arrivez à une situation très simple, c'est il n'y a pas de solution, tout est trop tard. Alors s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de réflexion, disons sur le plan théorique, idéologique, culturel et politique, alors quelle est la solution? C'est la guerre? C'est quoi la solution? Est-ce qu'il peut y avoir des solutions à l'échelle nationale? Est-ce qu'on n'est pas obligatoirement, dans un cadre européen, une solution qui doit être élaborée à plusieurs? Absolument. La solution, elle peut être qu'européenne, bien entendu. Et pas simplement d'ailleurs européenne, mais allons plus loin, méditerranéenne. Parce qu'il y avait, vous savez, ça a été beaucoup contesté, critiqué, la question de l'Union pour la Méditerranée en 2008. L'Union pour la Méditerranée qui était le projet de Nicolas Sarkozy. Oui, mais ce projet, je veux dire qu'il y avait quelque chose dans cette histoire à réfléchir. Moi, vous savez, je n'ai pas de dogme là-dessus. C'est-à-dire que le problème de ce qu'on appelle le 5+5, c'est-à-dire le fait de mettre en rapport les pays du Sud entre eux, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, sur le plan politique et économique, ne peut pas se faire exclusivement sur le biais militaire et sécuritaire, qui est nécessaire, bien entendu. Mais ça ne peut pas être uniquement cela. C'est aussi les questions économiques et ce sont aussi les questions culturelles. Donc, le 5+5 est une forme, disons, d'union pour la Méditerranée renouvelée, avec notamment toutes les questions soulevées par les jeunes générations. C'est, à mon avis, quelque chose mais d'indispensable, de nécessaire, qui doit être inscrit dans l'ensemble des programmes des partis politiques aujourd'hui, en France et à l'échelle européenne. Or, on n'en est pas là aujourd'hui. Mais Benjamin Stora, il y a aussi des fractures entre les pays du Maghreb, entre eux. Quand on voit l'entente ou la mésentente entre le Maroc, l'Algérie, les rivalités qui se jouent à ce niveau-là, ça aussi, ça ne facilite pas une oui, bien sûr qu'il y a. Bien sûr, vous avez raison, il y a des fractures internes en Méditerranée, enfin, notamment au Maghreb, on le sait, entre le Maroc et l'Algérie principalement, sur les deux grands pays du Maghreb, c'est évident. Mais on ne peut pas attendre la réalisation de l'union du Maghreb pour ensuite avancer vers une sorte d'espace mixte méditerranéen sur le plan politique et culturel qui, encore une fois, ne peut pas se réduire uniquement à une coopération, fût-elle aussi importante, sur le plan militaire et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antiterrorisme. Ce n'est pas possible. Il faut aussi élargir le point de vue. Il faut avoir le courage d'élargir ce point de vue et donc aux hommes politiques d'avoir ce courage, c'est-à-dire d'affronter ces questions qui sont des questions cruciales parce qu'elles touchent à l'avenir des jeunes générations de l'autre côté de la Méditerranée et y compris en France. Benjamin Stora, nous allons faire une pause dans un instant d'actualité. Est-ce qu'on peut dire peut-être d'un mot que c'est la question qui marque actuellement les débats politiques en Europe? On se situe autour de cette question, on va le voir, et on le voit actuellement en France, on le voit dans d'autres pays où les extrémistes l'emportent. C'est la question centrale? C'est la question centrale, effectivement. C'est une ligne de clivage décisive, et y compris pour les élections présidentielles en France en 2017, donc pour l'année 2016, mais surtout et bien sûr dans l'ensemble des pays européens avec la montée en puissance de ce qu'on appelle les partis populistes. On vous retrouve dans un instant après une pause d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. A tout de suite, Benjamin Stora.
Retour à International sur les antennes de RFI de TV5 Monde, émission réalisée en partenariat avec notre confrère Le Monde, avec aujourd'hui pour invité Benjamin Stora, historien et président du musée de l'immigration. Nous venons de parler, musée qui se tient à Paris. Nous venons de parler longuement de la réalité de l'immigration. Vous nous dites que historiquement, on est dans une phase où, contrairement à ce que l'on peut ressentir, il y a relativement peu d'arrivées de réfugiés en Europe et en France, avec ces contrôles ou ces frontières fermées. Peut-être un mot, avant qu'on ne parle de l'Algérie, d'un autre anniversaire, un mot sur le musée que vous présidez actuellement, musée de l'immigration, musée un peu difficile pour le situer dans l'imaginaire politique et culturel français, un musée qui a été ouvert en 2007. Généralement, les musées sont inaugurés avant l'ouverture. Là, il a attendu 7 ans. Il encombre votre musée? Vraisemblablement, vous savez, c'est un musée d'histoire. C'est le musée de l'histoire de l'immigration. Et l'idée en revient en grande partie à Jacques Chirac, notamment après l'élection présidentielle de 2002, où il fallait se battre pour essayer... On se souvient, Jean-Marie Le Pen, présent au deuxième tour, et la gauche éliminée. La gauche avait été éliminée. Et donc, il y avait peut-être la nécessité, à travers un lieu spécifique, particulier, de commencer à inverser le regard sur ces étrangers qui sont en France. Tout ce que ces étrangers ont amené à la construction, à tout niveau de la France. À la construction de la France, pas simplement d'ailleurs au niveau économique, construction de bâtiments autres, mais aussi au point de vue culturel. Vous savez, je regardais un documentaire à la télé cette semaine, quand on voit le Paris des années 30 avec les grands peintres qu'on connaît tous, comme Picasso, Chagall, Modigliani, Miro, que serait la France? On pourrait le dire dans la science, dans l'économie, dans la science, dans l'économie, partout, dans la littérature. Donc il a attendu votre musée. Votre musée, il a ce qu'il faut pour vivre. Vous citez tous ces grands artistes. Ils sont cités dans l'exposition. On ne voit pas tellement leurs œuvres. Est-ce que vous vous sentez soutenu pour faire vivre ce musée et attirer des visiteurs? Alors justement, là, ça renvoie à la question précédente qui avait été posée, c'est-à-dire le fait qu'on ait pris du retard dans le soutien, puisque ce musée n'a pas été effectivement inauguré pendant de très nombreuses années. Sous le septennat de Nicolas Sarkozy, il ne l'a pas été. C'est François Hollande, 7 ans plus tard, qui va l'inaugurer. Le 15 décembre, quelques jours d'ailleurs avant les tragiques événements que nous connaissons tous. Donc ce musée a été inauguré le 15 décembre par le président de la République. Et donc le soutien commence maintenant. Alors effectivement, pour acquérir des œuvres de grands artistes étrangers comme Picasso, qui est un grand, comme on le sait, mais engagé dans la cité, engagé, très citoyen et très militant, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. Et donc pourquoi effectivement ne pas faire une grande exposition Picasso au musée de l'immigration, comme le Picasso, cet étranger dans la cité, très engagé et qui a apporté cet extraordinaire rayonnement à la culture française. Donc effectivement, un musée difficile qui trouve et qui a peine à trouver sa place dans l'échiquier culturel des grands musées nationaux, c'est évident, par rapport à des grands musées comme le Quai Branly, comme... Donc c'est pas tout à fait assumé, c'est un petit peu ça. C'est encore difficile, vous savez, ça renvoie à la discussion de tout à l'heure et les questions qui ont été soulevées, c'est-à-dire ce problème des opinions publiques, qui portent un regard très négatif sur l'apport de l'immigration en France tout au long du XXe siècle. Donc il faut sans cesse mener cette bataille pour affirmer cette singularité. C'est une vraie bataille culturelle, mais aussi d'affirmation politique dans la société française. Il y a assez peu d'hommes politiques aussi qui visitent ce musée. Et par contre, il y a de plus en plus de monde qui le visite aujourd'hui, c'est vrai, notamment avec la dernière exposition Fashion Mix, qui est une grande exposition sur la mode, avec les grands créateurs, les grands couturiers étrangers qui ont fait la mode française. Je pense à Balenciaga, Kenzo, Asdi Dalaya, etc. Christophe Ayat, Le Monde. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire des événements tristes de Sétif. Est-ce que vous avez l'impression que le regard change en France sur ces événements qui peuvent marquer un peu le début de la guerre d'Algérie d'une certaine manière? Christophe, peut-être peut-on recontextualiser. Ce sera le 8 mai. L'Europe va fêter le 70e anniversaire de l'effondrement, la capitalisation des nazis. Mais effectivement, ce jour même, vous le rappelez, en Algérie, il y a les massacres de Sétif, où l'armée française tire sur les Algériens. Ce jour-là, les populations algériennes sortent dans la rue et exprime une demande d'autonomie, voire d'indépendance. Enfin, pas encore tout à fait, mais est-ce que c'est le début de la guerre d'Algérie et est-ce que le regard sur ces événements change en France? Alors sur les événements, comme on dit toujours, c'est comme dès qu'il y a l'élection d'Algérie, on parle beaucoup d'événements. Oui, c'est une forme d'euphémisme, effectivement. Voilà, on ne disait pas la guerre, oui, pendant des... Voilà, alors là, en l'occurrence, sur Sétif et Guelma, il s'agit de représailles sanglantes et de massacres.
puisqu'il y a eu 103 Européens qui ont été tués, mais également des milliers, on y reviendra peut-être si on a le temps, des milliers d'Algériens qui ont été tués, pas simplement le 8 mai, mais pendant plusieurs semaines. Et pas seulement à Sétif, d'ailleurs. Et pas seulement à Sétif, à Guelma, Kerata, etc. Donc c'est un événement pour les Algériens fondamental, bien sûr, puisqu'il inaugure, disons, une séquence d'histoire qui, comme on le sait, va 10 ans plus tard déboucher sur la guerre d'Algérie, comme le disait le général Duval, qui avait organisé et dirigé cette répression. Je vous donne la paix pour 10 ans, mais après, je ne sais pas ce qui va se passer. Et effectivement, il ne s'est pas trompé sur le délai. Oui. Il ne s'est pas trompé sur le délai. Et en Algérie, par conséquent, c'est un grand moment inaugural, fondateur. Fête nationale, bien sûr. Mais en France, il y a bien du mal à prendre en compte cette histoire, parce que la question de l'histoire de la colonisation, l'histoire coloniale, reste encore, qu'on le veuille ou non, une question périphérique dans la culture française et dans la culture politique française. Ça reste une question qui n'est pas centrale, qui est une question, disons, dans les banlieues de l'histoire, pourrait-on dire. C'est-à-dire qui n'est pas prise en compte comme une centralité historique. Pourtant, c'est très important, précisément, pour les jeunes générations, notamment d'ailleurs, issus des immigrations coloniales et postcoloniales. C'est une vraie question et qui est celle de l'exigence d'intégrer ce récit, disons, de ces événements tragiques dans un récit national français, donc de le regarder en face. Comment est-ce que vous percevez le geste du gouvernement français cette année, puisque le secrétaire d'État aux anciens Jean-Marc Todeschini était sur place, on va d'ailleurs le voir. Aux anciens combattants s'est rendu sur place fin avril, donc en amont de ces commémorations. Comment est-ce que vous évaluez cette visite? C'est un geste qui s'inscrit dans la continuité de gestes antérieurs, puisqu'il y a eu le geste de Hubert Colonne-Verdière, ambassadeur de France sous Jacques Chirac, qui avait, disons, parlé d'une tragédie inexcusable. Bernard Bajolet aussi, qui était ambassadeur de France en Algérie en 2008, qui avait fait un discours à Guelma, qui avait été très remarqué aussi. Et puis, bien sûr, le discours de François Hollande en décembre 2012, qui avait évoqué ce qui s'était passé à Sétif et une condamnation disons, de cette tragédie, en rapport d'ailleurs avec une condamnation de la colonisation française à l'époque. Donc il y a une sorte de suite, c'est pas quelque chose de très neuf, mais en même temps... Vous trouvez que ça progresse vite ? Vous savez, moi, le problème que j'ai, c'est la discussion qu'on a tout à l'heure, j'accepte, je considère et j'encourage tout ce qui permet d'aller dans le sens d'une plus grande, non pas vérité, mais clarté. Justement, Benjamin, qu'est-ce qui manque pour que les relations entre la France et l'Algérie puissent être normalisées, n'est sans doute pas le bon terme, mais puissent être apaisées et que elles puissent s'intégrer dans un dialogue beaucoup plus serein, accepté, quotidien, etc. Pour eux, ça reste extrêmement bloqué, compliqué, notamment sur l'appartenance à la francophonie. Ça renvoie bien entendu à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les questions de mémoire, les problèmes de flamme, de mémoire. Il faut de la repentance, il faut un geste. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quels sont les mots qui sont attendus? Moi, je pense que ce qui se passe par une politique des petits pas est tout à fait nécessaire. Mais il y a tout un travail de pédagogie. En 50 ans, c'est vraiment des petits pas, alors? 70 ans. Oui, 70 ans. Donc c'est vraiment des tout petits pas. Je faisais allusion à la fin de la guerre d'Algérie. Tout à fait. Donc ce sont des tout petits pas, mais qui à chaque fois sont importants et intéressants, mais qui doivent s'accompagner aussi par un travail de pédagogie dans la société et dans les sociétés, bien sûr, pas simplement françaises, mais aussi algériennes. C'est un travail de pédagogie, c'est-à-dire au niveau des manuels scolaires, au niveau des représentations visuelles, des films, des documentaires, etc. Il y a tout un travail où il faut regarder en face cette histoire, et c'est très compliqué, parce qu'il y a, sur cette histoire, toujours absence de consensus entre groupes des mémoires dans la société française. Certains groupes de mémoire, c'est pas un grand secret de le dire, sont toujours partisans de l'Algérie française et refusent toujours, 70 ans, 60 ans après, le principe de l'indépendance de l'Algérie, tout simplement. Pour eux, l'Algérie n'est toujours pas un pays indépendant. Ils ne l'acceptent pas. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on le sait, on l'entend, à travers des slogans prononcés, etc. Donc ça reste encore, pour certains groupes, quelque chose d'inacceptable. Donc vous imaginez, bien entendu, ce que ça signifie, c'est-à-dire en termes de guerre de mémoire, de refus de l'autre, de refus, par conséquent, d'affronter l'histoire des autres. Mais alors, Christophe Fayad. On parlait de musée. C'est très bien qu'il y ait un musée de l'immigration. Est-ce qu'on ne peut pas regretter que le musée qui racontait un peu l'histoire de la colonisation ait été fermé et disparu? On peut effectivement le regretter, mais on pourrait parler aussi d'un musée de l'esclavage, par exemple, qui peut exister. Je crois qu'il y a un pas qui va être fait dans ce sens, dans la prochaine visite du président de la République, le 10 mai. Par le président de la République. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va être fait en ce sens. Les États-Unis viennent d'ouvrir un musée
consacrés aux Afro-Américains et à la question de l'esclavage. Donc eux vont toujours un petit peu plus vite que nous sur toutes ces questions-là. Donc il faut toujours des batailles d'opinion pour imposer cette idée. Et la question de la colonisation et de l'esclavage, encore une fois, je le disais et je le répète, reste portés par des groupes très importants, de plus en plus importants dans la société française, qui en font, disons, une arme de revendication, entre guillemets, identitaire, hein, sur le plan physique, politique et culturel, alors que dans le débat politique et culturel, il reste, ces sujets, des questions périphériques. Donc on est dans une sorte de divorce, d'incompréhension, de décalage, disons, entre les mouvements réels de société et les représentations politiques et médiatiques. Il y a un fossé qui se creuse et qui est dangereux, effectivement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de la part des historiens? Alors vous, Benjamin Stora, vous venez de publier ce livre, donc Les clés retrouvées, et j'insiste sur le sous-titre « Une enfance juive à Constantine ». Et c'est très intéressant parce que tout au long de ce récit, donc vous mêlez événements intimes et les grands faits de l'histoire, et vous remontez même à la fin jusqu'en 1945, où vous dites que c'est à ce moment-là qu'il y a une distanciation qui se fait entre population juive et les musulmans algériens. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à établir, beaucoup de travail à fournir de la part des historiens pour faire toutes ces nuances? Il y a toujours beaucoup de travail à faire pour les historiens. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça signifierait que l'histoire, elle est définitivement écrite. Et ça, c'est très dangereux. Les histoires officielles définitivement écrites, ça, alors là, il faut s'en méfier. Donc le travail commence. Mais j'ajouterais plus fondamentalement qu'il y a eu un amorce de travail important des historiens dans les années 2000, parmi une quinzaine d'années, sur la question coloniale et sur l'immigration aussi. Or, aujourd'hui, paradoxalement, il y a moins d'historiens qui travaillent sur ces questions en France, alors qu'il y en a de plus en plus de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ça veut dire qu'on a du mal à imposer ce sujet-là dans le monde de la recherche, dans le monde académique et dans le monde plus vaste de l'enseignement. C'est une histoire très complexe. Alors, pour en revenir à mon livre, effectivement, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'était la complexité de cette histoire. C'est-à-dire à la fois une histoire où les mondes se côtoyaient, quelquefois se mélangeaient, mais juifs, en fait, arabes, oui, dans une ville qui était la mienne, bien sûr, Constantine, ce qui n'était peut-être pas le cas à Oran, par exemple, hein, qui est une ville très européenne, ou même dans des villes comme Alger. Mais en tout cas, dans ma ville à moi, ce que je tente d'expliquer, c'est qu'il y avait cette sorte de passage, de circulation, sur le plan culturel, bien sûr, mais en même temps, de séparation et de simple juxtaposition. C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire cette sorte de brassage culturel, par exemple au niveau de la musique, des traditions culinaires, etc., mais en même temps une séparation dans l'espace public, hein, au niveau des citoyennetés, de la question juridique ou autre. C'est toute cette complexité-là que j'ai essayé de donner à travers mon propre itinéraire. Donc c'est une sorte de restitution, non seulement de récits d'enfance, mais d'une atmosphère générale, à la fois d'une ville, mais d'une ville en guerre, et d'une ville repliée sur elle-même, mais où les communautés, pendant très longtemps, ont continué de se parler. Les clés retrouvées, donc, aux éditions Stock. Christophe Hayat. Sur France et Algérie, en France, vous avez une génération aujourd'hui au pouvoir de dirigeants qui n'ont pas participé à la guerre d'Algérie, qui ont vécu peut-être ces événements, mais enfants. En revanche, en Algérie, au pouvoir, il y a encore une génération qui se revendique de cette légitimité-là, celle du combat pour l'indépendance. Est-ce que vous avez l'impression que lorsqu'on passera à la génération suivante, les choses seront plus faciles ou au contraire, on va bâtir sur des mythes, de l'amnésie, etc. Alors, la solution de facilité, ce serait de dire « Ah, avec le passage des générations, tout va aller mieux, et donc à partir de là, les choses vont s'apaiser. » Bon, pourquoi pas, moi-même d'ailleurs, quand j'ai écrit un ouvrage qui s'appelait « La gangrène et l'oubli » en 1991, il y a très longtemps, j'expliquais un peu cela, sur le passage des générations qui permettrait de cicatriser, etc. Le problème, c'est que, j'écrivais ça il y a 25 ans, le problème, c'est que les problèmes des blessures, des traumatismes se transmettent. Et ce n'est pas simplement le passage des générations qui permettra de régler la question. Parce que dans l'espace privé, familial, voire public, hein, au niveau politique, au niveau des éducations nationales ou autres, le problème des récits d'histoire et des blessures nées de cette histoire sont à leur tour revendiquées par les générations qui forcément n'ont pas vécu physiquement cette histoire. C'est tout le problème est là.
C'est-à-dire que l'histoire a été très forte dans le rapport franco-algérien. 132 ans de présence française, c'est considérable. Je veux dire, au niveau de la pénétration de la culture française, de la langue, bien sûr, et du mode de déstructuration des élites indigènes musulmanes, comme on disait à l'époque, bien sûr, je reprends les terminologies d'époque. Il y a eu, par conséquent, cette sorte d'acculturation, assimilation, de tentative d'assimilation, acculturation, dont on ne trouve nulle part ailleurs la même trace dans toute l'histoire de l'Empire colonial français. On ne retrouvera pas la même chose au Maroc, en Tunisie, au Sénégal ou au Liban plus récemment. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'ampleur, disons, de cette pénétration par intégration politique de l'Algérie à la France pendant un siècle, vous imaginez ce que ça représente, a profondément jouer, perturber sur le système de formation de la nation. C'est quelque chose de très très fort. Donc les problèmes de repossession identitaire en Algérie ne se posent pas du tout de la même manière qu'au Maroc ou en Tunisie. Le nationalisme ne s'y exprime pas de la même manière, avec la même vigueur, avec la même force, quelle que soit la langue, d'ailleurs, qui est utilisée, que ce soit l'arabe, le français ou le berbère. Donc, par conséquent, il y a une très grande difficulté à pacifier, entre guillemets, des relations en rapport, encore une fois, avec la durée de cette histoire. Parce qu'on ne peut pas, poser comme ça sur la table la pacification, apaisement des rapports franco-algériens si on fait abstraction de la durée historique. Mais il y a un élément quand même très important, malheureusement, c'est le fait que, dans le fond, bien peu de Français aujourd'hui connaissent l'Algérie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui sortent d'experts, de je sais pas quoi. Tout simplement parce qu'on ne peut pas y aller en sécurité. La sécurité, ça se discute. Il y a le problème des visas, ça c'est le problème politique, bien entendu. Mais il y a aussi le fait qu'on n'y va pas parce que, voilà, on a l'impression qu'en restant en France, on va connaître dans certaines régions, je précise ma question, dans certaines régions, on a vu qu'on pouvait être en danger. Je ne parle pas forcément de la capitale Alger, bien sûr. Non, mais c'est plus ça, c'était les années 90. On est en 2015, c'était il y a 15 ans. Oui, le guide de montagne qui a été égorgé il y a peu de temps. C'est un coup terrible, bien sûr. Ça, c'est un coup terrible. D'où la méconnaissance de l'Algérie. Mais il y a une grande méconnaissance. Moi, j'ai fait en voiture Sétif, Béjaïa, en passant par la montagne, exactement, pratiquement aux mêmes endroits, là, il y a 2 mois, il y a 1 mois. Bon, je ferme la parenthèse sur cette question de sécurité. Vous dites que les deux pays ne se connaissent pas. Oui. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a 2 pays qui ne se connaissent pas. L'Algérie, c'est un pays de 38 millions d'habitants aujourd'hui. C'est considérable. C'est le plus grand pays du Maghreb. Enfin bon, faut voir le potentiel culturel, économique, politique, etc. Or, la plupart des gens font des livres ou font des enquêtes ou je ne sais quoi, sans même se poser le problème des 38 millions d'Algériens qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée. Vous savez, c'est le même problème que l'immigration. On ne sait pas qui sont les gens qui partent. On a l'impression qu'ils sont tous pauvres, qu'ils sont tous archaïques et qu'ils sont tous islamistes. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui amassent un pécule, qui sont relativement riches et même relativement diplômés. Je ferme cette parenthèse. C'est la même chose. Mais Benjamin Stora, il y a tout de même cette opacité, il y a une sorte d'écran qui est imposée par le pouvoir politique algérien, qui ne se laisse pas très facile, qui n'est pas très lisible de l'extérieur. Alors là, on arrive maintenant. Donc j'ai parlé du côté français sur le problème de cette espèce de méconnaissance qu'on a en France des pays du Sud, au sens large. En général, il y a une grande méconnaissance des systèmes politiques, des acteurs, des intellectuels, etc. Dans le fond, on ne sait pas trop. Il y a une espèce de la particularité des. Alors l'Algérie, bien sûr, c'est un régime qui apparaît comme fermé, parce que non renouvelé au niveau de ces générations qui se sont succédées au pouvoir, avec le statut, le rôle politique important qu'occupe encore l'armée algérienne et les services algériens. Toutes ces choses-là ont été déjà écrites, dénoncées, alors là, dans une multitude d'ouvrages ou autres, à charge très souvent, etc. Mais en fait, encore une fois, fondamentalement, le problème de la curiosité, puisque nous sommes ici sur une chaîne française, le problème de la curiosité qu'on peut avoir... Francophone, pardon. Mais absolument. L'ensemble des francophones du monde. Nous ne sommes pas que français. Mais nous en sommes très heureux. Et on salue naturellement tous les francophones qui nous regardent dans le monde entier. Notamment donc en Algérie. Et par conséquent, donc c'est très important bien sûr cette question. Et donc par conséquent, le problème de la curiosité, disons intellectuelle et culturelle qu'on peut avoir à l'égard de ces pays, et pas simplement de l'Algérie, pour moi, reste une question décisive. Parce que sinon, on va multiplier les écrans dans la méconnaissance, en justifiant le fait qu'on ne sait rien. Or, on peut savoir ce qui se passe dans ces pays. Il suffit de le vouloir, quelquefois. On peut le savoir, par ce qui se passe au niveau des frontières, les enquêtes, les reportages. C'est lisible, le pouvoir algérien, le rôle, par exemple, non, c'est vrai, vous avez raison. Du président Bouteflika, qui est tout mais même attendez, c'est pas lisible, pas simplement pour nous, mais pour les Algériens eux-mêmes.
Il faut partir de là quand même. Vous savez, il suffit de lire la presse algérienne, vous lisez les caricaturistes, vous regardez les éditoriaux des grands journaux algériens, etc. Oui, tout le monde s'interroge sur la lisibilité de ce pouvoir, sur où sont prises les décisions, comment sont-elles traduites, comment sont-elles exécutées. C'est pas simplement l'apanage, disons, de ce qui se passe ici. Mais en dépit de tout cela, en dépit de toute cette espèce d'illisibilité, il faudrait qu'on ait quand même, encore une fois, j'insiste, le problème de la curiosité intellectuelle et culturelle qu'on peut avoir au niveau de l'histoire de l'ensemble de ces pays du Sud, qu'on connaît encore une fois. Je m'excuse de me répéter parce que c'est lié à la question du regard qu'on porte sur l'immigration aujourd'hui en France et en Europe en particulier. C'est-à-dire que le regard qu'on porte, c'est que ce sont des pays presque sans histoire et même sans intellectuels ou sans personnages, disons, qui fabriquent eux-mêmes des histoires. Et honnêtement, etc. vous pensez que les Français en savent beaucoup plus sur les Asiatiques? Non, mais les Maghrébins vivent à côté des Français. Les Asiatiques, c'est loin. Tandis que le Maghreb, en Algérie par exemple, jamais autant il y a eu de francophones. C'est un grand pays francophone, même si l'Algérie refuse politiquement de participer à l'espace de la francophonie. À l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a des millions de personnes en Algérie qui s'expriment en français. Donc ça, c'est pas le cas aujourd'hui au Vietnam. Vous savez, j'ai vécu au Vietnam, à Hanoï pendant 2 ans. Il y a très peu de Vietnamiens qui parlent français aujourd'hui au Vietnam. Par contre, il y a des millions de personnes en Afrique du Nord qui parlent français. Benjamin Stora, je voudrais revenir sur une polémique un peu d'actualité qui a eu lieu cette semaine, la question de la jupe musulmane. Est-ce que vous avez l'impression que... C'est une lycéenne qui a été interdite de cours parce qu'elle portait une jupe qui a été qualifiée d'ostentatoire, signe religieux, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une définition de plus en plus restrictive de la laïcité française ou au contraire, ou parallèlement, une communauté d'origine arabe qui devient de plus en plus d'origine musulmane et qui affirme d'une certaine manière son identité comme ça? Je pense que les deux choses cohabitent, bien sûr. Il y a une montée en puissance des identités, pas simplement du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui les arabo-musulmans, mais aussi du côté français. Les groupes identitaires sont très forts. Ils revendiquent cette identité blanche, française, européenne. Enfin bon, donc il y a Le musée en a été victime. On en a nous-mêmes été victimes, évidemment. Donc il faut faire très très attention à cette guerre des mémoires. Il faut absolument essayer de trouver les moyens de garder les liens, les passerelles, la compréhension des autres. Moi, ça reste une obsession, je veux dire, très très importante, rester en contact avec la culture de l'autre. Maintenant, c'est vrai que cette question de jupe, si c'est un uniforme, ça devient dangereux, mais si on réglemente et si on vise à faire des lois à chaque fois sur les vêtements portés ou les signes, on s'en sortira pas non plus. Alors, donc il faut trouver un juste milieu, pourrait-on dire, entre ce qui pourrait s'apparenter à du prosélytisme religieux et ce qui pourrait s'apparenter aussi à des formes de prosélytisme intégriste. Oui, parce que dans votre livre, excusez-moi, mais dans votre livre, vous racontez, quand vous arrivez en France, vous trouvez qu'il y a aussi... Bon, l'accueil est difficile, c'est très rude, mais il y a aussi une certaine pression sociale qui tombe de vos épaules, parce que justement, c'est une société assez libre. Donc, comment situer le juste milieu sur ces pressions communautaires et cette liberté dont se revendique la République française? C'est une très très bonne question, parce qu'on se retrouve à la fois dans la liberté, mais dans le vertige de cette liberté par rapport à une communauté qui protège et qui rassure. Eh bien, moi, je m'en suis affranchi par l'engagement politique, parce que c'est la France fraternelle de 68 qui m'a permis de devenir français. C'est comme ça que je suis devenu français, par l'engagement, par la politique et la citoyenneté, et donc le goût de la République et de l'engagement. Voilà. Et si aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas capables de donner cet espoir, ce désir, cette volonté de la solidarité, alors d'autres s'en chargent, et en particulier les intégristes. Alors Benjamin Stora, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons invité pour parler notamment de cette question de l'immigration, avec ces milliers de migrants qui tentent de gagner les frontières de l'Europe. On doit malheureusement s'attendre dans les mois, dans les années qui viennent, à être interpellé presque quotidiennement, et peut-être de plus en plus dans l'indifférence, malheureusement, à cette réalité. Oui, parce que l'aggravation de la situation économique au Sud et malheureusement la poursuite de la situation de guerre, notamment en Syrie et en Libye, font qu'il faut encore s'attendre malheureusement dans les semaines et les mois qui viennent à des situations difficiles. Et c'est un débat qui peut être appréhendé plus sereinement en dehors des périodes politiques? C'est très difficile. Sereinement, c'est très compliqué, parce que lorsqu'on vient, comme aujourd'hui, comme pendant cette heure de discussion, mettre tout simplement des questions sur la table, on est taxé de naïveté, de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la société. On préfère ici, aujourd'hui, combattre les associations anti-racisme que de combattre le racisme lui-même.
Merci Benjamin Stora, historien président du musée de l'immigration, que je vous encourage d'ailleurs à visiter si vous êtes prochainement de passage à Paris. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, et on vous renvoie à une lecture quotidienne et attentive de notre partenaire Le Monde. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI et de TV5 Monde.